Bonjour mes chers étudiants et bienvenue à cette séance du module rhétorique et stylistique. Nous allons aborder dans cette partie-là les relations logiques ou les connecteurs logiques après avoir vu les exemples la dernière fois et ainsi que les arguments. Alors, quelles sont les relations logiques ou bien les connecteurs logiques dans une relation argumentative? Des relations, on peut parler de relations implicites ou explicites dans un premier temps. Les relations logiques sont parfois implicites, c'est alors au lecteur de les déceler à travers certains indices. Donc, il y a des indices qui permettent de relever en quelque sorte donc ces relations logiques implicites. Par exemple, dans la ponctuation, les deux points peuvent introduire un exemple. Les parenthèses, intégrer un détail supplémentaire, le point d'interrogation, annoncer une explication. Donc ceci va vous permettre de mieux vous concentrer sur les différents indices donc, que l'on peut, surtout de ponctuation, qui jouent un rôle très important dans la compréhension et dans la production du sens du texte. La juxtaposition de deux arguments qui forment une suite logique, qui peuvent être séparés par des virgules. La composition du texte en paragraphes. Il y a donc les paragraphes euh, dénotent d'une certaine logique dans la production du sens du texte. Il y a également ce qu'on appelle le jeu de temps verbaux. Dans d'autres cas, les relations entre, c'est-à-dire la différence entre les temps verbaux et les différents temps verbaux expriment donc des relations logiques. Dans d'autres cas, les relations entre les différents points de raisonnement sont explicites par des connecteurs logiques. Et vous aurez un tableau, je vous ai préparé un tableau dans le PDF que vous avez, qui montre donc ces différents connecteurs logiques, des connecteurs logiques, chronologiques, etc. Et je vous ai donné une grande liste qui répertorie ces différents connecteurs logiques. Des adverbes, des conjonctions de coordination ou de subordination. Quels sont donc les différents modes de raisonnement? Pour défendre une thèse, un auteur peut faire appel à différents modes de raisonnement. L'étude de la construction d'un raisonnement doit permettre de le caractériser et d'analyser sa valeur. Le raisonnement déductif ou inductif. C'est un principe qui découle de ce qu'on appelle, et je l'ai déjà cité dans la présentation, lors de la présentation du cours, ceci découle du principe, ce que Aristote appelle le principe d'inférence. Qu'est-ce que l'inférence? L'inférence, c'est faire décoller l'inconnu du connu. Et c'est un principe fondamental dans le raisonnement rhétorique. Alors, dans le raisonnement argumentatif. Alors, dans le raisonnement déductif, on part d'une idée générale, d'un principe, d'une loi pour en tirer une conséquence particulière. Pour discuter le raisonnement, on peut analyser la valeur de la loi générale, repérer si le fait particulier entre bien dans le domaine de la loi générale. Dans le raisonnement inductif, par contre, on part d'un ou de plusieurs faits particuliers pour en tirer un principe, une loi, une idée générale. Ce raisonnement généralement est inverse au précédent. Pour discuter le raisonnement, on analyse ce qu'on appelle la pertinence de l'extension du fait particulier à un ensemble vaste. Est-ce que cet exemple particulier va s'appliquer, autrement dit, est-ce que cet exemple particulier peut s'appliquer à un ensemble vaste, à une classe d'éléments semblables? Le raisonnement par analogie, dans le raisonnement par analogie, on compare la thèse par une situation comparable, et ceci pour défendre cette thèse. Pour discuter le raisonnement, on peut utiliser la pertinence des images utilisées. Parmi donc les principes, c'est on trouve la comparaison, la métaphore. Ce sont des figures d'ailleurs, les figures d'analogie procèdent par ce raisonnement-là, par analogie. La métaphore, l'analogie en général, et également la parabole.
Le raisonnement concessif. Ce raisonnement consiste donc à instaurer dans le fait qu'il instaure une sorte de concession ou d'opposition. Le locuteur semble admettre un fait ou un argument qui s'oppose à sa thèse, mais maintient finalement son point de vue. Pour discuter le raisonnement, on peut analyser si la situation présentée est réellement contradictoire avec la thèse défendue. Le raisonnement par l'absurde. Alors, pour le raisonnement par l'absurde, on suppose l'idée contraire à la thèse défendue pour montrer qu'elle débauche sur une conclusion fausse ou absurde. Pour discuter le raisonnement, on peut analyser si l'idée contraire est nécessairement fausse dans ses conclusions. Le raisonnement critique. Dans le raisonnement critique, on refute la thèse opposée à la sienne, donc le locuteur rejette la thèse adverse. Le syllogisme. Alors le syllogisme donc procède également de ce principe-là, ou bien relève de ce principe-là de l'inférence dont on a parlé, ou bien de raisonnement déductif. C'est un raisonnement donc déductif qui tire une conclusion de deux propositions, et nous avons le fameux syllogisme connu, très connu, de Socrate, aux prémices présentées comme vraies. On peut le schématiser comme suit. Tout homme est mortel, la proposition majeure. Pour la mineure, donc on part du général, tout homme, pour aller donc à un cas particulier et pour voir s'il s'applique à ce cas particulier. Si la règle peut s'appliquer à ce cas particulier. Socrate est un homme donc, Socrate est immortel. Donc ça c'est une sorte de pétition de principe, c'est-à-dire on tourne un peu autour du pot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On connaît que tout homme est mortel de toute façon, mais il s'agit ici dans ce qu'on appelle une pétition de principe, puisqu'on connaît déjà la conclusion avant de procéder donc à la proposition majeure, mais en prémisse majeure et mineure. Avant même d'analyser ou bien d'examiner les prémices. Quelles sont les formes de valorisation et de dévalorisation? Que l'argumentateur ou bien l'orateur défende ou refute une thèse, il choisit ses arguments et les agence de manière à être le plus convaincant possible. Donc il s'agit de convaincre et donc d'amener l'autre à adhérer à ce qu'on présente, à son assentiment. Et là aussi recours parfois à des formes de valorisation, ce qu'on appelle des formes de valorisation et de dévalorisation. Donc on a déjà eu un avant-goût de cela à travers le lexique, le vocabulaire dévalorisant, dépréciatif ou appréciatif, etc. Amélioratif, péjoratif. On va donc revoir ça un petit peu en détail. Le vocabulaire devient appréciatif dès lors qu'il implique un jugement de valeur, un sentiment, une subjectivité. Donc, ça rapporte en quelque sorte une sorte d'opinion, donc sont des effets expressifs euh, de message et qui rapporte en quelque sorte, qui nous donne une idée sur le côté affectif du locuteur, bien de celui qui parle, c'est-à-dire sa subjectivité, ce qu'il pense d'une question donnée. Alors, cette appréciation peut être négative. Le vocabulaire est dit alors péjoratif, dévalorisant, dépréciatif, etc. Comme il peut être positif. Le vocabulaire donc est appelé ainsi mélioratif, laudatif ou élogieux. Où il y a donc de l'éloge, où il essaie de valoriser en quelque sorte un message ou une situation donnée, ou une personne donnée. Ou bien euh, une opinion qu'il cherche à faire admettre, à faire accepter par l'autre. Par l'emploi d'un vocabulaire appréciatif, euh, l'argumentateur ou l'orateur insiste sur le caractère négatif de ce qu'il critique et sur le caractère positif de ce qu'il défend. Ce vocabulaire implique une réaction émotionnelle, affective ou un jugement de valeur de l'orateur. On distingue ainsi ce qu'on appelle le vocabulaire amélioratif, par exemple, qui valorise ce qu'il désigne, le présente sous un jour favorable. Il peut s'agir de mots dont le sens est positif ou de mots dont la seule connotation est positive. L'orateur peut aussi avoir recours à des mots appartenant au niveau de langue,
soutenue de langue soutenue avec un E, afin de montrer sa considération. Ou bien un niveau soutenu de la langue sans E, c'est-à-dire pour le niveau. C'est plutôt ici le niveau qui est soutenu. Alors, pour le vocabulaire dépréciatif, il déconsidère ce qu'il désigne, le discrédite. L'argumentateur peut aussi avoir recours à des mots appartenant au niveau de langue, familier ou argotique, afin de dévaloriser ce dont il parle, de montrer son mépris ou le peu de considération qu'il accorde à une question, qu'il accorde à une opinion donnée, qu'il accorde à un point de vue. Quelles sont les figures de l'éloquence? Dans le texte argumentatif, les figures de style donnent de la force. Nous l'avons vu dans certaines figures, avec certaines figures, en évoquant également Perlman, en évoquant le côté ornementatif, si vous voulez, de la figure argument, qui peut tout simplement être, ou bien avoir pour seul rôle de, de donner donc une sorte de beauté au texte, d'ornementer le texte si vous voulez. Alors, mais les figures en général de style donnent de la force aussi bien à la défense d'une thèse qu'à son refus. Les mêmes figures peuvent donc, ce qu'on appelle d'ailleurs les figures arguments, les mêmes figures peuvent donc contribuer soit à la valorisation, soit à la dévalorisation selon le but recherché. La comparaison et la métaphore. Ces images établissent une sorte d'analogie valorisante ou dévalorisante pour le comparer, en fonction du comparant choisi. Elles permettent de transférer l'adhésion ou le rejet obtenu dans un domaine vers un autre domaine. C'est ça donc le principe, d'ailleurs le principe d'analogie qui régit en quelque sorte ces différentes figures, dont même l'analogie à quatre termes, deux termes concrets qui servent à donner, à expliquer deux autres termes abstraits. L'hyperbole, pour l'hyperbole, donc, c'est la figure de l'exagération. Elle met en relief une idée au moyen d'une expression qui la dépasse. Donc, on peut, en quelque sorte, donner une grande importance à un phénomène, l'augmenter de façon caricaturale ou bien le diminuer également de façon caricaturale, donc à l'infini ou l'augmenter à l'infini. Elle se caractérise par le choix de termes très forts, c'est-à-dire des termes en quelque sorte qui exagèrent un phénomène donné ou un aspect donné euh, donc, de la chose. Elle permet de magnifier ce dont on parle pour lui donner de l'importance. Elle permet au contraire de le rabaisser parfois, et donc vers le sens inverse, l'augmenter de façon caractérielle ou bien le diminuer aussi. Quand l'hyperbole ridiculise diminue excessivement l'importance ou la taille du sujet. Donc ici, il peut diminuer excessivement. L'ironie. L'ironie, c'est la dénonciation au second degré. C'est-à-dire, il ne faut pas, lorsqu'on a un message, on ne doit pas le comprendre de façon directe, ce qu'on appelle au premier degré. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'il y a derrière la pensée, c'est une figure de pensée. Donc c'est la dénonciation au second degré de quelque chose d'inacceptable. Le rôle du rire est alors de déterminer ce qui est dénoncé. L'ironie crée donc les jeux sur le rire, sur l'humour, sur le sarcasme. Voilà, l'ironie crée le doute, l'interrogation. En effet, le récepteur d'un propos ironique ne doit pas prendre au premier degré ce qu'on dit. Il doit s'interroger sur le sens réel des propos et sur les intentions de l'auteur. Parmi les procédés de style qui contribuent à l'ironie, on peut noter, donc on peut citer ici, par exemple l'antiphrase. Donc il y a trois éléments d'ailleurs essentiels. Il y a l'antiphrase. On peut donc produire l'ironie à travers trois procédés. L'antiphrase d'abord, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense, par raillerie, tout en laissant entendre plus ou moins explicitement la vérité.
Cette figure de style est très fréquente pour exprimer l'ironie. C'est-à-dire, donc, on va faire penser, d'ailleurs, au contraire. Donc, on dit le contraire de ce qu'on pense. Par raillerie, tout en laissant, par sarcasme, par humour, en laissant entendre plus ou moins explicitement la vérité. Cette figure de style est très fréquente pour exprimer l'ironie. Le deuxième procédé plutôt qui sert à exprimer l'ironie est le paradoxe. Alors, pour le paradoxe, il consiste à présenter un jugement ou un raisonnement qui heurte les idées courantes, qui surprend au choc. Il contribue à l'ironie s'il consiste en un rapprochement de termes antithétiques, dont l'association est ridicule. La fausse logique ou logique absurde. Un mot de liaison établit soit un lien logique entre deux notions sans rapport l'une avec l'autre, soit un lien logique inadéquat, ce qu'on appelle donc une sorte de fausse logique. Euh, c'est un mot de liaison d'ailleurs qui établit soit un lien logique entre deux notions sans rapport l'une avec l'autre, soit un lien logique inadéquat entre deux notions. On pense ici par exemple au coq à l'âne, ou bien ce phénomène-là donc qui présente un lien logique qui est inadéquat entre deux notions. Le raisonnement alors est dévalorisé, ridiculisé. Le lecteur comprend que l'auteur tourne en dérision le raisonnement et ceux qui raisonnent de cette façon. Quelles sont les stratégies du discours argumentatif? Parler de stratégie, c'est parler d'abord pour définir un petit peu le terme stratégie, c'est un ensemble de moyens qui sont mobilisés pour aboutir à un certain résultat en suivant des étapes précises et déterminées à l'avance. Donc, l'argumentation, d'ailleurs, peut être définie en termes de stratégie, dans la mesure où elle mobilise un certain nombre de moyens et d'outils permettant justement d'arriver à la fin à cette fin logique qui est convaincre, enfin, en fait, à la fin voulue par le locuteur, par l'orateur, c'est celui de convaincre l'auditoire, de convaincre l'interlocuteur. Donc l'objectif du discours argumentatif est de défendre ou de combattre un point de vue. Le choix d'une stratégie d'argumentation se détermine en fonction de l'enjeu, du thème et de la situation d'argumentation. On a par exemple la réfutation, qui consiste à examiner chacun des arguments avancés par une thèse pour en contester le bien fondé. Donc on peut examiner tous les arguments à la fois. Nous avons vu l'existence aussi de ce qu'on appelle les contre-arguments, les contre-exemples. Donc à chaque argument peut correspondre un contre-argument. Et donc le principe de réfutation se base effectivement sur ce principe-là de réfutation. Au terme de cette réfutation, l'auteur propose une thèse nouvelle qui formule son propre point de vue sur la question. La concession. Faire une concession, c'est accepter un aspect d'une thèse adverse, soit pour montrer qu'on y adhère partiellement, soit pour anticiper. Nous avons déjà donc vu le raisonnement concessif, donc il repose sur ce principe-là de, d'accepter donc temporairement pour mieux parfois réfuter, pour mieux saper la thèse de l'autre, soit pour montrer qu'on y adhère partiellement, soit pour anticiper une éventuelle objection. Donc on peut adhérer partiellement, mais revenir ensuite à la charge si dans le cas où l'on anticipe une éventuelle objection. La concession se signale par des mots ou expressions tels que certes, mais. Vous allez me dire que, mais ça c'est une figure d'ailleurs, elle est doublée d'une figure qu'on appelle la prolepse. Et la prolepse, c'est-à-dire donc la figure, le fait de devancer l'opinion de l'autre. Mais je vous répondrai, etc. Mais je vous réponds, moi je vous répondrai, ça dépend du contexte de communication. Certains pensent que, mais, regardez, certains, le fait déjà de laisser inconnu les défendants, bien, les tenants de la thèse adverse, par exemple. Certains pensent que, mais, on pourrait m'objecter que, mais, toujours donc, on pourrait m'objecter donc le fait d'anticiper
la réflexion, la pensée ou l'opinion de l'autre relève d'une autre figure qui s'appelle la preuve. Donc il y a, comme nous l'avons déjà vu, on peut avoir à la fois double un énoncé, ou bien un message, pardon, qui peut donc comporter à la fois deux figures, ou bien deux types de raisonnement, un raisonnement et une figure de style à la fois. La confrontation. La confrontation compare chacun des deux argumentations, montre les points de divergence et de convergence, et aboutit à l'expression d'un point de vue personnel sur la question. Deux thèses différentes ne signifient pas obligatoirement deux points de vue diamétralement opposés sur un même sujet. L'adhésion. L'adhésion épouse totalement la thèse développée par un auteur. Marquer son adhésion à une thèse revient à en démontrer le bien fondé par des arguments. Adhésion, c'est le fait donc d'adhérer, c'est l'assentiment, c'est le fait donc d'accepter voilà, la thèse de l'autre. Sachant que, pour développer un peu cette idée d'adhésion, d'après Perelman, toute adhésion est marquée par la controverse, car c'est la nature même de l'argumentation. La controverse, c'est-à-dire toute thèse est controversable. C'est-à-dire, je ne vais pas, d'ailleurs, Perelman va nous parler du degré d'adhésion. Il parle, lui, du degré d'adhésion. On peut adhérer donc à un certain degré varié. Ça dépend de la force de notre conviction, ou bien de notre persuasion. Mais en général, toute adhésion rhétorique est controversable. Le caractère controversable relève du principe qu'on a évoqué auparavant, qui est le principe donc de la liberté de choix, de la démocratie, et euh, chacun est libre de croire ce qu'il veut, en quelque sorte, et de toute façon, l'adhésion peut être remise toujours en question. Donc on n'adhère pas, on peut adhérer à 100%, mais on peut changer d'avis du jour au lendemain et adhérer à une autre thèse tout à fait opposée. Ça dépend donc de certaines données, ça dépend des principes, des arguments avancés, et ça dépend de la situation de communication. Donc le principe d'adhésion, c'est un principe qui n'est pas révocable en quelque sorte, ou bien plutôt qui est révocable, pardon. Alors, l'examen critique. L'examen critique passe en revue les différents arguments qui soutiennent une thèse en montrant ses points forts et ses points faibles, et en tirant un bilan de cette évaluation. Alors, maintenant, on va voir le plan du discours argumentatif, et j'aimerais insister ici sur le fait que différents plans que nous avons, ont une origine rhétorique. C'est la rhétorique donc qui nous a laissé ces différents plans. Et d'ailleurs, en parlant des différentes parties du discours rhétorique, c'est-à-dire les 5 parties telles qu'elles ont été donc mises ou bien instituées par Aristote, on a parlé de la disposition. Et la disposition, c'est le plan du discours. Et les anciens, donc surtout l'Antiquité gréco-romaine, insistaient sur ce plan-là, cette organisation du discours, car l'organisation fait partie même composée essentielle de l'argumentation, c'est-à-dire du côté qui permet la conviction et qui essaie toute logique, qui essaie d'asseoir ces thèses ou bien ces différents arguments. On a en premier lieu le plan dialectique. Le plan dialectique, comme son nom l'indique, d'ailleurs, il y a un va-et-vient de la parole, comme nous l'avons vu. Il procède à un examen critique. C'est une thèse première, initiale, soutenue, qu'on examine, on explicite la thèse proposée. La thèse adverse, antithèse, on prend le contre-pied de la thèse, c'est-à-dire sur le plan dialectique, c'est-à-dire nous avons une thèse et nous avons une thèse opposée. Et la thèse finale qui est une sorte de synthèse qui concilie de toute façon les deux thèses opposées. Donc rien ne se perd ici, en quelque sorte on prend l'essentiel à travers une sorte de conciliation des deux thèses proposées. C'est l'intérêt ici en général de l'argumentation dans son caractère raisonnable et logique. C'est une argumentation qui ne vise pas la victoire sur l'autre, qu'on pourrait voir avec les sophistes,
mais il vise surtout euh, surtout ce caractère-là plutôt qui fait émerger la vérité, qui fait éclater ou bien qui permet à la vérité de d'éclater au grand jour, ou bien d'être d'être en quelque sorte prépondérante et de dominer les autres opinions. Alors, si donc ici il faut distinguer aussi entre la rhétorique donc sophistique ou bien sophiste qui a pour but uniquement euh, aux dépens de la vérité d'imposer un certain point de vue en faisant fi de la vérité. Le plan analytique. Alors pour le plan analytique, il fait le point sur une question. Une question, les faits, les circonstances qu'il analyse en quelque sorte, les causes, les origines, les conséquences des solutions de cette question-là. Voilà, donc il aborde la question sous différents points. Sous le premier, sous l'éclairage des faits et des circonstances, en examinant les causes également et les origines, ainsi que les conséquences et les solutions. Le plan comparatif, quant à lui, comme son nom le suggère, il consiste en la confrontation de deux thèses. La réflexion s'organise de deux manières. Examen de la première thèse, examen de la seconde thèse, et points communs et différences. Ou bien, les points communs entre les deux thèses, par exemple, donc, ou bien les différences entre les deux thèses. Il compare les points communs entre les deux thèses, il compare les différences entre les deux thèses, ou bien la refonte des thèses en une troisième, et il se rapproche ici en quelque sorte de la dialectique, puisqu'il va prendre l'essentiel donc des thèses en présence. Le plan accumulatif, quant à lui, il consiste donc en accumulation, comme son nom l'indique. Il adhère à la thèse proposée, il commente et illustre chaque aspect du problème abordé. Les parties du plan reprennent chacun des aspects du problème. Donc il cumule en quelque sorte différents aspects, il les reprend, donc il reprend les aspects du problème. Pour le plan explicatif, il organise la réflexion autour de quelques axes. Chaque axe de réflexion constitue une partie du plan.